Bonjour, bienvenue sur le direct de l'AINB. Donc c'est le tout premier direct qu'on organise. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'AINB, c'est l'Association des architectes d'intérieur belges. On organise plein d'événements pour les architectes et type table ronde de discussion sur certains sujets, sur des kick-offs pour les étudiants qui sortent de l'école. On fait découvrir des nouveaux matériaux. Voilà, on essaye de mettre en place plein de choses pour aider les architectes d'intérieur qui démarrent. Et donc aujourd'hui, on a eu envie d'être un petit peu de vous montrer une nouvelle facette et de vous présenter les différents membres de l'AINB. Donc on va faire différentes interviews et les interviews soit un archi intérieur, soit sur un secteur type l'éclairage, l'isolation acoustique, et voilà. Donc, moi, je suis Florence Doal, je suis architecte d'intérieur du bureau Maison Florale. Et donc, comme vous le savez sûrement, l'invité de ce soir, c'est Christophe Ternès, qui est un bureau bruxellois. Donc, j'ai vu qu'il s'est déjà connecté, donc je vais l'appeler. Alors, Christophe. Alors, en attente. Si vous avez des questions durant l'interview, n'hésitez pas à nous les poser. On va essayer de les traiter en direct. Salut Christophe! Oui, bonjour Florence, comment vas-tu? Bien et toi? Oui, ça va, merci. Prêt pour la petite interview? De faire Avec plaisir, avec plaisir. découvrir ton bureau, ta méthode de travail, un petit peu tout ça? Oui, pas de problème, pas de problème. Super, je suis contente de t'interviewer. Ben oui, c'est la première fois qu'on le fait, donc on débute, donc on fera le maximum, pour que ça se passe Oui, bien. ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors, Voilà. pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter un petit peu ton bureau aussi? Ben voilà, écoute, moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler comme architecte d'intérieur. Donc, je me suis mis directement comme indépendant quand je suis sorti de mes études. Et donc j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir déjà quelques petits projets pendant mes études, et donc ça m'a permis de me lancer et d'avoir confiance sur le fait de débuter comme ça directement en se lançant voilà seul pour commencer à travailler. Et donc comme évidemment j'avais pas encore mon horaire qui était complet à temps plein avec mon job d'architecte d'intérieur, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un super bureau d'architecture d'intérieur à mi-temps, qui était le bureau d'architecture d'intérieur François Mac. C'est à Bruxelles, ça? C'était à Bruxelles, oui, 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 à Un Excel. bureau qui Au existe départ, encore? il existe encore, oui, 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 ils font de très gros projets dans le monde entier, et entre autres, ils font tout ce qui est magasin Louis Vuitton, Dior, Chanel, voilà. Donc ils faisaient une partie donc du privé et beaucoup de magasins. Et donc j'ai énormément appris en travaillant chez François. Et donc voilà, c'était une très bonne expérience que j'ai fait pendant 3 ans et demi à mi-temps. Ok. Et puis après j'ai eu donc assez de travail, assez de clients pour continuer seul bon à travailler et à développer mon bureau. Donc, Ok. donc voilà. Alors, moi, j'aimerais bien savoir où tu as fait tes études d'architecture d'intérieur. Alors, j'ai fait mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, donc rue du Midi dans le centre, donc dans la section ensemblier décorateur à l'époque, Ah, on appelait ça. Oui, chic. oui. Oui, le terme d'architecture d'intérieur est venu par après. Donc, mais au début, c'était vraiment. Et d'ailleurs, j'ai un diplôme d'ensemblier Ah, c'est bien. décorateur. Donc voilà. Et donc c'était vraiment. Je me suis amusé dans cette école. C'était vraiment très très chouette. En fait, l'atelier d'architecture d'intérieur donc pousse à développer sa personnalité.
Et donc, vraiment, on voyait les projets des différents élèves. Évidemment, à la fin, on les connaissait, mais on voyait vraiment la personnalité de chaque élève dans les projets. Et c'était vraiment génial parce que ils essayaient de tirer un maximum de ce qu'on avait dans le ventre pour vraiment créer des choses à notre identité, ici, à notre personnalité en tout cas. Tu trouves qu'à cette époque, on allait un peu plus rechercher la personnalité des élèves que dans les écoles aujourd'hui, ou c'est peut-être un peu... J'ai l'impression que ce que tu as fait, c'était très artistique, et en tout cas, mon parcours n'a pas été aussi artistique à l'école. Oui, je sais, oui, oui, parce qu'en fait, avant ça, j'ai fait une année préparatoire à Saint-Luc. Mhm. À Saint-Gilles. Et en fait, je suis parti là parce que je me sentais pas bien. Et c'est vrai que c'était très dirigé dans un style. Voilà. Écoute, Oui, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je me suis vraiment plus plu à l'Académie royale des Beaux-Arts. Et en fait, ce qui était génial aussi, c'était que bon, il y a l'atelier de sculpture, de peinture, de graphisme. Et donc, les ateliers, en fait, on côtoyait les autres ateliers. Et ça nous nourrissait évidemment dans la création et on demandait même de l'aide pour faire des choses pour nos projets. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un petit prototype pendant mes études d'une table basse et qui était en fer forgé, enfin en fer, et qu'il fallait souder. J'ai été à l'atelier de sculpture pour demander qu'ils m'aident à souder les barres et tout. Donc il y avait vraiment un échange entre d'accord. les ateliers. Et donc c'était vraiment chouette. Ouais. Et donc, cet apprentissage un petit peu plus technique à l'école, ça t'a beaucoup aidé par la suite dans ton boulot, non? De connaître un peu mieux peut-être certains corps de métier, Oui, en pas un peu fait, plus c'est ça, artistiques, déjà mais... ça, et aussi le contact. En fait, ça m'a permis d'aller vers des personnes plus qualifiées que moi dans Mhm. certains créneaux et de l'expliquer ce que je veux et de les amener à m'aider pour réaliser le projet. Donc, c'est D'accord. vrai que ça a permis d'avoir d'aider au contact et à la demande, en tout cas. Ouais. Ok. Et donc, tes études, c'était en 3, 4 ans, je sais pas combien d'années? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Donc, Oui, petit oui. à petit, tu lances ton bureau. Et comment ça s'est... Comme je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, je pense qu'ils seraient intéressés de savoir comment tu es passé d'étudiant à directement indépendant, je pense. Tu t'es, oui, 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 tout à fait. Je voilà. me suis mis tout de suite indépendant. Oui, 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 vraiment, je me suis mis indépendant et je travaillais. J'avais un petit bureau dans mon salon au début voilà, je travaillais dans mon salon. J'avais une table et à l'époque je dessinais encore des plans à la main. Enfin, donc c'était encore Avec le oui, rotring. voilà, c'est ça. Mais je suis vite passé à l'ordinateur parce que c'était vraiment la période de transition parce que à l'époque dans les études, on n'apprenait pas à dessiner à l'ordinateur. Donc moi, toutes mes études, j'ai encore fait au Rotring. Et puis après, ben, quand je suis sorti, ben, j'ai un peu continué au Rotring. Et puis après, ben, j'ai appris à dessiner sur l'ordinateur, quoi. Ah, Voilà, chouette. donc c'était comme ça, c'était dans mon bureau et alors ben, de fil en aiguille, ben, on fait un projet qui amène un autre projet, puis voilà, on rencontre des gens et parce qu'un projet amène à rencontrer des gens évidemment, que ce soit des corps de métier ou des clients et donc et voilà, ben, on commence par une salle de bain, puis on dessine une table, puis on fait un salon, on fait une palette de couleurs, puis on fait une cuisine avec un salon, puis c'est une cuisine, salon, entrée, puis hop, Oui, hop, les ça projets grossit grandissent. petit à petit. Exactement. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Ouais, 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 Et ouais. donc, ton bureau, quand c'est devenu un... Pas que le petit bureau chez toi n'était pas un vrai bureau, mais à partir de quand tu as créé une équipe autour de toi, parce que je pense que ça fait quand même quelques années où tu as toute une petite équipe qui Oui, t'aide. oui, oui, oui. C'est une équipe qui varie selon évidemment les projets. Hein. Oui, Donc voilà, j'ai évidemment une équipe de base, mais alors en fonction des projets, il y en a plus ou moins. Ça tourne entre 2 et 4 personnes qui d'accord. travaillent. Voilà. Ben écoute, moi, ben, allez, je vais dire bon, ça a commencé dans mon salon. Alors j'habitais un duplex où j'avais mon appartement en bas et en haut c'était pas aménagé. Donc à ça j'ai aménagé le haut pour déménager mon bureau en haut. Quand j'ai commencé à faire venir un collaborateur pour venir travailler avec moi. D'accord, oui, Donc c'était... voilà, comme ça Et c'était au moins séparé. Oui. c'est une question, je pense, aussi encore pour les étudiants, mais tu n'es pas passé par la SMART ou un autre système. Peut-être qu'il n'existait pas à cette époque, tu t'es vraiment mis en tant Ah qu'indépendant. non, c'était indépendant. Indépendant. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai été parce que généralement il fallait s'inscrire au chômage, faire une période Oui, d'attente. exact. Et Oui. donc j'ai été pour dire que je ne le faisais pas. Parce que je voulais me mettre indépendant directement et que je voulais pas faire cette période d'attente. Et donc le chômage m'a quand même conseillé de laisser tomber mes clients pour faire la période de chômage. Parce que si jamais après j'avais plus de boulot, au moins je toucherais du chômage.
J'avais dit, mais non. J'ai dit, non, non, moi, je continue, tant pis, je fais pas la période la période d'attente et tant pis, voilà, je risque et on verra bien comment ça se passe, quoi. Donc, voilà. Ok, bon, moi on situe un petit peu ton bureau. Bon, on est occupé de sortir de cette période un peu particulière du Covid et est-ce que tu peux un peu nous dire si ça a eu une grosse influence sur ta méthode de travail et comment tu as géré avec tes collaborateurs cette période un peu particulière et maintenant est-ce que tout commence à être relancé le après Covid et un peu derrière toi petit à petit? Alors moi j'ai eu de la chance, disons. Voilà, je me sens un peu privilégié parce que j'avais pas beaucoup de chantiers qui tournaient. Donc quand c'est arrivé, donc évidemment les deux chantiers qui tournaient sont mis à l'arrêt. Et mais par contre, j'avais signé deux gros projets juste avant que ça se passe. Et donc j'ai eu beaucoup de plans à faire. Et D'accord. donc, ça m'a permis évidemment de travailler au bureau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes collaborateurs chez eux en télétravail. Et Mhm. moi, j'ai été au bureau, je continue à aller au bureau, mais j'étais seul au bureau. Donc, voilà, donc on se téléphonait, on faisait des réunions À distance. avec Teams, et voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça s'est un peu organisé comme ça. Donc, j'ai vraiment pas. Disons que je n'ai pas bougé, je n'ai pas été chez les clients, j'ai pas vu de fournisseurs parce que tous les fournisseurs étaient fermés. Mais par contre, on a travaillé sur des plans, on a vraiment dessiné. Et Voilà. le fait de travailler à distance, ça te donne envie de travailler un peu plus comme ça avec tes collaborateurs ou le contact humain avec tes collaborateurs, c'est important et tu trouves que ça crée plus un esprit d'équipe que chacun chez soi. C'est très important, très important. Donc ça, Alors moi, en fait, mais en fait, je télétravaille quand même tous les jours de chez moi, même hors période de confinement, parce que je suis un lève-tôt. Donc moi, je commence à travailler vers 6h30, et donc je travaille de 6h30 à 9h chez moi, ouais. et puis à 9h, je pars au bureau. Et donc, moi, ça me permet, donc, le matin, de faire tout ce qui est administratif, réorganiser, je me dis, la journée qui va arriver. Il y a personne qui m'appelle, je suis tout seul et je suis pas dérangé. Je Efficace. fais mes mails, je fais un peu des plans aussi, je préparais des plans pour mes collaborateurs pour qu'ils puissent avancer. Donc, tout ça, j'ai vraiment une période, quelques heures de préparation de ma journée tous les matins. Et puis après, à 9h, ben, je me dirige soit sur un chantier, soit au bureau. Donc, D'accord. ben voilà. C'est un peu Ok. comme ça ma journée type. T'as ta journée Euh, type, oui, oui, c'est un peu travail à la maison et après avec et après, en tout cas, aller au bureau, passer sur chantier, voir des clients. Donc ça dépend un peu, évidemment, le programme de la journée, quoi. L'horaire de la journée, oui. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous parler de... Donc ta clientèle est principalement des particuliers, je pense. Je me Oui, trompe c'est pas? ça. Alors, j'ai, en pourcentage, j'ai environ 70% de particuliers. Et je vais dire 20% de commerce, et de restaurants et de projets professionnels et 10% d'immobilier. Donc, j'aménage beaucoup d'appartements, enfin 10% d'appartements pour la location ou la vente. Donc, la D'accord, rénovation pour la location, oui. d'accord. Donc, voilà. Et oui, et c'est vraiment ce que tu préfères, c'est quand même plus le particulier, le fait de travailler pour Non, c'est la pas ce que je préfère. Disons que c'est très gai, le particulier, parce que moi, j'aime bien avoir le contact avec le client et vraiment de créer quelque chose qui lui correspond vraiment à 100%. Et donc, c'est Mhm. vrai que quand on fait un appartement ou une maison, je demande vraiment que le client s'implique à 100% aussi dans le projet pour vraiment aboutir à un projet qui est réussi. Donc, et quand c'est terminé, ils se disent waouh, c'est vraiment ça que je voulais, je me sens bien, je suis content. On a vraiment réussi à aménager quelque chose qui va vraiment lui plaire. Alors, les restaurants, c'est toujours, enfin, les commerces, il y a ça aussi, mais il y a aussi le côté évidemment rentabilité commerciale et parfois c'est une identité qui correspond au client ou pas. Donc ça dépend un peu ce qu'il vend et ce qu'il fait.
Et par contre, bon, tout ce qui est appartement de locatif ou de la promotion, moi, ce que je demande, c'est au client, je dis, voilà, quel est le type de locataire que Qui vous voulez cherche. avoir dans votre appartement? Et alors, j'ai toute une gamme de matériaux ou d'aménagements ou de sanitaires et tout qui vont correspondre à ce que les locataires qui cherchent recherchent. D'accord. Ah, ça a coupé un petit peu. Ça tourne, Christophe. Ah, quoi? Ah, ça a un petit peu coupé, mais voilà, c'est bon. Ah, Ça a un petit peu tu bugué. Pas de m'entends? souci. Ouais, ouais, je Ok, t'entends. parfait. Parfait. Ok. C'est direct, hein, Donc Et voilà, mais donc vraiment le privé, j'aime bien, mais parce que ça me fait découvrir en fait des univers très différents. mhm. Parce que j'ai besoin que le client me raconte une histoire, enfin son histoire. Donc Oui, il y a vraiment dans la dans la conception du projet pour un particulier, il y a vraiment son histoire et l'histoire du lieu aussi. Parce que je suis pas partisan dans ma conception de tout raser et de recommencer à zéro. oui, Parce que je me dis, tu cherches pas spécialement à créer ta patte. Tu veux pas, non, par non, exemple, ça avoir, déjà, voilà, voilà, si tu veux voilà, que ton bien que architecture je, soit adaptée au client. voilà, c'est ça. Donc il y a ça, mais bien que j'ai pas envie de créer une image, mon image, mais je sais qu'il y a quand même des éléments qui les gens me disent, oui, on voit que c'est quand même toi qui l'as fait, même si le client enfin, si le style est très différent. Oui, il y a aussi le fait que si le client vient vers toi, c'est qu'il aime ce que tu fais et donc tu vas indirectement, tout va se recouper à un moment, Oui, voilà, c'est ça, exactement. un peu des deux. Et Voilà. Et alors, attends, je continue juste une petite chose, c'est que en fait, je fais beaucoup de rénovations moi. Donc, je fais très peu de nouvelles constructions. Et donc, c'est pour ça que je disais que je suis pas partisan de tout raser dans une maison ou un appartement et de recommencer à zéro, parce que je me dis qu'il y a certains éléments dans une maison qui ont du caractère, qui ont été bien pensés, et que ça vaut la peine de les garder, ben, je préfère les réintégrer alors dans un univers plus actuel. d'accord. Mais pas spécialement l'éliminer d'office et se dire que non, voilà, on enlève tout Tu et veux garder une trace du passé dans le oui, présent. tout à fait. Voilà, exactement. Ouais. Bon, comme tu fais beaucoup de grosses rénovations, je suppose que tu dois t'entourer quand même de personnes expertes dans certains domaines, parce que la rénovation, c'est pas toujours très simple. Il faut un ingénieur, faut différents. Ça, effectivement, il faut être entouré de personnes compétentes. Alors, évidemment, il y a toujours, on peut trouver des personnes très très compétentes, mais il faut avoir le budget aussi. Donc, voilà, donc c'est vrai il faut évidemment trouver un équilibre entre le budget du client et alors les finitions qu'on peut avoir et le travail à effectuer. Alors j'ai autour de moi, je veux dire différents corps de métier, plusieurs menuisiers, plusieurs électriciens, plusieurs entrepreneurs que je vais faire appel en fonction du profil du projet. D'accord. Donc voilà, avec toutes les données que j'ai du projet, ben, j'essaie de trouver évidemment les personnes les plus adaptées au projet pour aboutir à un projet réussi. Donc voilà, avec les années évidemment, Oui, c'est ça. j'ai C'est des années qui t'ont aidé à te créer un portefeuille voilà un carnet d'adresses. d'entrepreneurs Ouais, sur voilà, qui tu peux compter exactement. et que tu sais très bien ce qu'ils savent faire ou ne pas faire Voilà, en fonction du exactement. budget. Voilà, D'accord, ok. exactement. Ouais. Je le dis, si jamais il y a des étudiants qui souhaitent poser des questions, ou même des gens qui ne sont pas étudiants mais qui souhaitent Oui. poser des questions à Christophe, il ne faut pas hésiter. Il est là pour ça. C'est l'occasion. Voilà, tout à fait. Euh, Ok, d'accord. Donc, le métier d'architecte d'intérieur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facettes. Est-ce qu'il y a une Oui, oui. facette ou une chose que tu préfères faire? Est-ce que tu as une partie du travail qui te correspond plus, dans lequel où tu te sens un Ben, peu plus évidemment, libre? il y a le côté créatif de conception, d'imaginer, de rêver, de dessiner. Ça, c'est évidemment très très gai. Il y a aussi tout le suivi de chantier. Ça, j'aime beaucoup faire parce que c'est vrai qu'on dessine des plans au millimètre près, on travaille, on change, on modifie, et puis on se dit voilà, maintenant tout est chiffré, on lance les travaux. Et les travaux débutent, mais je me dis qu'il faut toujours se laisser la possibilité
d'adapter et d'affiner certaines choses en cours de construction. D'accord. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important aussi, après la partie donc, de conception, c'est de suivre le chantier vraiment avec les clients pour permettre de se dire, voilà, ici, on va remonter la baie de 10 centimètres, ce mur-là, on va un peu l'épaissir, le plancher, on va plutôt le poser comme ça, parce que parfois, le ressenti sur un chantier est différent, évidemment, que sur des plans qu'on dessine ou sur une 3D qu'on présente. Et donc, le fait d'être présent tout le temps pendant le processus de construction, ben, ça permet justement d'affiner et d'avoir un résultat plus abouti D'accord. encore que si on se bloquait au plan. Donc, euh, Donc donc ça, voilà. c'est les deux parties que tu préfères, le Voilà, c'est ça. Oui, oui. Oui, rêver il y a et toute concret. la partie administrative qui est plus rébarbative. Je Ouais. l'ai fait pendant des années, puisque j'ai travaillé aussi tout seul pendant quelques années, donc je sais comment ça se passe. Mais c'est bon, c'est moins gai évidemment, mais voilà, écoute, ça permet au moins de cette partie administrative de cadrer les choses aussi et de protéger certaines choses. Donc D'accord. voilà. Et comment tu t'inspires en général? Tu t'inspires en regardant Pinterest, Instagram ou en voyageant ou Alors, je ne m'inspire pas. Enfin, oui, il peut avoir. Pinterest, je ne regarde pas. Instagram, un peu plus. Parce que Pinterest, je trouve que c'est des images un peu toutes faites. Mhm. Je Donc vois ce que tu veux dire. voilà, et ça manque un peu de flexibilité dans l'imagination. Donc moi, en fait, je m'inspire de beaucoup de choses. C'est vrai que je m'inspire d'autres architectes, d'artistes, de voyages, de balades, de films au cinéma ou à la TV, ou de discussions avec d'autres personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours, il y a le côté, c'est vrai que quand on parle architecture intérieure, l'esthétique des choses, mais il y a aussi l'ergonomie et la façon dont les gens vivent. Et Mhm. donc, même discuter avec quelqu'un un soir autour d'un barbecue ou d'un verre, ben, en fait, tu comprends que certaines personnes parfois vivent des choses et que qui sont intéressantes peut-être à reproduire parce que la façon de fonctionner est intéressante. Donc voilà, c'est vraiment, il faut s'inspirer. Et comme je dis toujours, pour être architecte d'intérieur, c'est un métier qui demande donc de faire des choses actuelles et donc de se tenir au courant des choses qui se passent. D'accord. Donc il faut bouger, il faut voyager, il faut aller voir des expos, Tu fais il faut des salons? rencontrer Tu des... fais beaucoup de salons en Belgique et Oui, ben, je fais maison et objet, je fais intérieur. Chaque année, je vais à Milan à la foire du meuble, mais je fais le off, je vais pas à la foire. Parce que d'accord. ce qui est à la foire, quand on travaille, ben, on sait déjà ce qu'il va avoir à la foire parce on reçoit tout des marques, le mobilier, les photos, des Ouais. nouveautés. Donc, on connaît beaucoup de choses. Par contre, ce qui est très intéressant à Milan, c'est le off parce que c'est les marques qui font des expositions ou des événements avec des scénographies et des choses un peu spectaculaires qui sont vraiment, vraiment chouettes à aller voir, à découvrir. Et en plus, c'est le début du printemps. À Milan, il commence à faire chaud. Et c'est toujours chouette de C'est lier, toujours chouette, alors, c'est l'occasion de, voilà, de de boire des passer un verres bon sur les moment. terrasses. Voilà. De profiter de la ville. Parce que c'est une super ville, voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu un projet, comment ça se passe, voilà, un de tes projets coup de cœur de ces dernières années que tu souhaiterais nous présenter? Mais je vais parler d'un projet qui s'est terminé il y a quelques mois sur Ixelles. C'est une grosse maison de maître où on a fait vraiment tout transformé. En fait, c'est un projet qui a duré 4 ans en tout, à partir du moment où j'ai rencontré les clients jusqu'à à la fin des travaux. Mais il y a quand même 6 niveaux. Mhm. Euh, et la particularité de ce projet, c'était que au rez-de-chaussée, donc c'est une maison unifamiliale, mais au rez-de-chaussée, le client m'a demandé d'aménager un salon d'esthétique pour son épouse, D'accord. avec en sous-sol en fait un wellness qui comprend donc une piscine jacuzzi avec un hammam, sauna et une salle de détente, mais qui est lié via un ascenseur à la maison unifamiliale. Wow. Donc, donc ça veut dire, en fait, le wellness est mixé, enfin, est accessible par le salon d'esthétique et par la maison unifamiliale.
Et C'est donc, oui. c'est, 4 ans pour un projet, c'est long ou c'est la moyenne de tes projets ont tendance à être Non, 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 mais non ici, plus? disons que, à part le rez-de-chaussée, justement, où on a gardé, parce que comme c'était une maison de maître, il y avait quand même au rez-de-chaussée des beaux parquets, des moulures au plafond, des fresques au mur et au plafond. Ouais. Donc ça, on a gardé, on a tout protégé. Par contre, au-dessus, on a tout rasé. Donc même les planchers, la façade arrière a été complètement démolie. On a gardé la façade avant, le rez-de-chaussée. Et alors en sous-sol, on a recreusé. Donc il y avait des caves, on a recreusé encore en dessous du jardin pour agrandir le wellness. Et Donc je t'entends dire qu'il y a toute une partie qui a été démolie de la maison, donc tu fais appel à un architecte à ce moment-là. oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, c'était l'architecte du client. Ah, ok. Donc voilà. Oui. Et donc l'architecte a fait les démolitions et le gros-œuvre, et puis moi je suis intervenu. Donc voilà, ça a été en deux phases. Donc voilà. Mais bon, moi j'ai commencé à dessiner pendant que les travaux avaient déjà commencé. Donc parce qu'il y avait certaines choses qu'il fallait adapter évidemment en fonction des plans d'architecture intérieure. L'architecte devait je veux dire, adapter certaines choses pour l'architecture intérieure. Et je vois qu'ici Thierry Bowen se demande quel était le Oui, budget pour ce projet. j'ai épargné Mais, la question. Salut Thierry. on était aux alentours des 2 millions. Voilà. Ah, beau budget. Oui, oui, un beau budget. Oui, oui. Donc, Et donc voilà, donc au rez-de-chaussée, en fait, donc il y avait ce salon d'esthétique, en fait, où on a gardé vraiment les moulures, les fresques et tout. En fait, on a tout remis, on a tout restauré, les parquets aussi. Et on est venu mettre dans cet univers plus ancien, en fait, du mobilier contemporain, qui est destiné spécialement pour l'utilisation donc des fonctions d'un salon d'esthétique. Donc c'était les salons de coiffeur, enfin il y avait les sièges de coiffeur, il y avait toute une partie pour les ongles, une partie pour les massages, donc tout ça ça a été dessiné sur mesure pour ce type de fonction. Et donc en sous-sol on a fait ce wellness et aux étages l'habitation qui est elle complètement contemporaine, très avec des lignes minimalistes et utilisation de matériaux nobles. Donc plancher en chêne, brossé, teinté foncé au sol, des grands meubles en tôle brute vernie, feu ouvert au gaz, cuisine noire et inox. Donc voilà. j'ai une petite question. Tu me disais que pour ce projet-là, il y avait des fresques à rénover. Est-ce que c'est difficile de trouver des artisans aujourd'hui à Non, Bruxelles qui peuvent faire ce genre de métier? oui, tout à fait. Oui, Tu oui, n'as pas eu de oui. difficulté par rapport à Non, non, ça? non, non, non. D'accord. Voilà. Non. Ok. Et alors, parle-nous un petit peu de la zone d'esthétique. Donc, comment tu as travaillé cette partie-là un petit peu aussi? Parce que donc, tu nous as dit que la maison était très contemporaine, des lignes très Oui. droites, mais tu nous as pas tellement parlé de l'ambiance que tu as créée dans la partie esthétique. Alors la partie esthétique, en fait, donc essentiellement pour des femmes. Donc, il y a un côté évidemment plus féminin, plus travaillé, plus baroque, entre guillemets, avec des couleurs très chaudes et raffinées. Donc, on a utilisé, bon, il y avait évidemment les fresques et les moulures et les parquets, ça, on les a gardés. Et donc, on a créé du mobilier en cuir, dans les tons ocre, comme ça. Oui, voilà, avec des sièges en velours pour la zone d'attente. D'accord. Avec un esprit vraiment enfin, plus féminin. Ok, ok. Et Et donc, là-dedans, on a mis justement des éclairages très contemporains pour avoir l'éclairage adéquat pour ce type d'utilisation. d'accord. Et donc, tu dessines toi tous les meubles sur mesure, je suppose? Alors J'ai ici, compris. c'était une société spécialisée dans l'aménagement de salons d'esthétique avec qui on a travaillé en collaboration, dans lequel ils ont plusieurs gammes de mobilier qu'on a adapté qu'on a adapté pour le projet. Et je D'accord. vois de nouveau Thierry Beyens qui dit on peut voir le projet. J'ai dit oui, on peut voir le projet sur mon site. Mais c'est les photos qu'on mettra après de tes projets Voilà, c'est ça, sur exactement. l'AINB, comme ça les Ouais, gens ouais. peuvent visualiser un petit peu mieux ce que tu fais, parce que bon, par oral, c'est peut-être pas toujours très très facile pour tout le monde. Donc il y aura des photos qui suivront sur le mur de l'AINB après. Ok. Voilà.
Et est-ce que tu voudrais encore nous dire quelque chose par rapport à cette maison de spécifique? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières qui seraient intéressantes à relever Mais il y a eu justement toute la partie technique était très complexe parce que le client voulait la domotique. D'accord. Et alors, tout un système d'ERCO et de ventilation, mais invisible. Donc, ça a été, il fallait travailler avec des fentes dans les faux plafonds qui pulsaient l'air, d'autres qui les aspiraient. Donc, toute la partie technique a été vraiment, vraiment très laborieuse et il a fallu faire vraiment une étude très, très profonde. Tu Ouais. fais à côté encore des petites formations par rapport aux nouvelles techniques ou pas spécialement tu t'entoures juste de personnes compétentes ou Je t'essayes m'entoure de... de personnes compétentes. D'accord, tu Voilà. fais plus Ouais. spécialement... je sais qu'il y a parfois la possibilité de faire des micro-formations avec... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Oui, mais on est toujours occupé. Enfin, oui, mais le fait de travailler, évidemment, on rencontre des gens et on apprend les nouvelles techniques avec un projet, je veux dire, réaliste. Donc, voilà. Il y a une petite question d'Alexis Letellier. Comment Christophe trouve ses nouveaux projets et ses clients? Comment tu fais? On veut savoir. Alors, On par veut les contre, bons projets. en fait, j'ai beaucoup, c'est beaucoup le bouche à oreille. Donc ça, c'était beaucoup c'est la majorité de mes projets, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Alors j'ai effectivement, j'ai une page Instagram où je pose des photos. Alors je ne sais pas si ça amène des clients, mais ça permet au moins à des clients qui voudraient peut-être travailler avec moi de voir déjà ce que je fais, de voir un Oui. peu mon univers. Voilà. Donc, alors c'est peut-être un support qui amène à faciliter à ce que ça se passe. Donc, ça c'est certain. Mais oui, non, c'est beaucoup le bouche à oreille, le bouche à Et tu as oreille. eu quelques publications, je pense aussi. Hein. Oui, j'ai eu des publications, mais j'ai même eu une année, je m'étais dit, allez, je vais faire des pubs dans tous les magazines de déco. Et mais par contre, ça m'a jamais rapporté un client, ça. Donc, Ok. oui. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'il faut aussi faire, c'est que c'est important de se montrer aussi. Justement, quand on va voir des expos, quand on voyage, en fait, il faut parler de ce qu'on fait. Parce D'accord. que ça permet au moins aux gens qui nous connaissent pas de nous rencontrer. Il y a dans ce métier quelque chose de très important aussi, c'est que les clients doivent se sentir à l'aise avec une personne, l'architecte d'intérieur avec qui ils vont travailler. Parce que évidemment, commencer à rénover toute une maison, ça veut dire qu'on est parti pour au moins un an à vivre ensemble. Hein. Donc, on a intérêt à C'est bien vrai. s'entendre. Au mieux que ça se passe bien. Oui. Donc, si on sent pas du tout, mais c'est dans les deux sens. Hein. Il y a des clients que je sens pas du tout non plus, donc je préfère pas travailler avec. Mais parce que c'est vrai, il y a vraiment un lien d'intimité. Il faut se dire qu'on dessine quand même les tiroirs dans lesquels ils mettent leurs sous-vêtements. Oui, Donc, c'est vrai. donc il y a quand même C'est un... important. Si le feeling ne passe pas, c'est un projet qui démarre déjà de façon compliquée. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ça ne facilite pas les choses en tout cas. Donc, parce que il faut, comme je dis, moi, comme j'ai besoin de savoir évidemment à qui j'ai affaire pour créer, il faut que le client se dévoile déjà. Donc, oui, donc il est déjà mal à l'aise pour se dévoiler, ça va pas amener à ce que ça les va choses aller. vont bien se passer. Donc, Il y a une petite question que j'ai épinglée oui. de la sécurité de l'emploi pour les archis intérieurs. Comment tu le sens, toi Donc, il y a Mais, déjà le contexte général et maintenant qu'il y a un contexte un peu particulier avec le Covid, mais comment t'en parlerais? le contexte général, il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, j'avais justement via l'ANB, en fait, j'avais vu que le métier le plus recherché par le forum, c'était le métier d'architecte d'intérieur. Oh. Donc je me dis c'est qu'il y a du boulot. Donc voilà, je crois que en fait le métier d'architecte intérieur, quand on fait ses études, en fait ça permet d'avoir, en fait il y a tout un panel de métiers qu'on peut faire. Parce que Mhm. quand on voit l'explosion des cuisinistes, par exemple, c'est tous Ouais. des architectes d'intérieur qui travaillent là. Toute l'explosion des sociétés qui font des meubles sur mesure, comme Beurre, pour citer une marque, c'est tous des architectes d'intérieur. Donc il y a vraiment maintenant dans le dans le panel je veux dire, des métiers, l'architecture d'intérieur rentre de plus en plus dedans.
Et c'est un métier qui se vulgarise. C'est ça, oui, c'est Oui, c'est vulgarise. vulgarise, oui. Oui, c'est ça. Euh, Grâce aussi aux magazines de déco et aux émissions de déco. Avant, les gens avaient peur de demander conseil à l'archi intérieur. C'était plutôt un métier élitiste. Mhm. Mais maintenant, moins, beaucoup moins. Donc, moi, j'ai des clients, par exemple, qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens, mais qui me demandent une mission pour, par exemple, choisir du mobilier pour leur salon, par exemple. Donc, D'accord. et c'est des petites missions comme ça, et voilà, et on fait une proposition d'honoraires qui correspond à leur budget, et puis voilà, on travaille comme ça, et ils n'ont pas besoin, peut-être qu'ils aimeraient bien rénover toute leur maison, mais ils n'ont pas le budget, mais par contre, ils ont quand même envie de se faire plaisir et de d'être accompagnés pour faire le choix ou d'une gamme de couleurs ou de mobilier, ou redessiner juste une cuisine ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait D'accord. possible. Donc, Ouais. pour toi, il y a du boulot pour les archives intérieures, sans problème, qui sortent de l'école aujourd'hui. Mais moi, En dehors du problème du Covid, c'est peut-être un peu particulier, où il y oui, aura oui, voilà, un petit voilà, voilà, creux, oui. Oui, le fait oui, que ben voilà, si les gens ne travaillent pas, ils ne reçoivent pas leur salaire, il y a des petites pertes, et donc ce sera peut-être plus une priorité pendant quelques mois, mais sinon, il y a du potentiel. moi je crois, je crois. Et comme j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé à travailler, je veux dire, il y a du travail pour ceux qui ont envie de travailler. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu du travail, toujours, toujours, Hmm. toujours. Hein. Donc voilà, je me suis toujours démené, j'ai toujours été indépendant. Je veux dire, j'ai jamais compté mes heures. Mais bon, voilà, c'était à mon compte et donc évidemment, quand c'est à son compte, je sais qu'on est beaucoup moins regardant sur les heures. Mais bon, voilà. C'est sûr, mais oui, mais bon, allez, c'est le jeu, quoi. C'est aussi, je pense qu'on fait des métiers passion, c'est pas Oui, juste. exactement. Ah oui, ça, il faut être passionné, ça c'est sûr. C'est sûr, je pense que Ouais, pour se lancer dans l'architecture intérieure, c'est la passion qui domine, sinon ça sert à rien. Sinon, exactement. ça Ouais, devient ouais, compliqué, hein, je pense. ouais, ouais. J'ai parlé un petit peu de tes inspirations, mais tout ce qui est, bon, il y a un sujet qui devient de plus en plus présent, c'est un peu les matériaux recyclés, écologiques. Est-ce que tu essaies d'intégrer ça dans ton architecture d'intérieur, ou tu trouves qu'il n'y a pas encore assez de matériaux assez intéressants dans ce secteur? Mais disons que moi, j'aime bien les matières naturelles, déjà. D'accord. Donc, j'aime bien la pierre, j'aime Ouais, bien le donc métal, j'aime bien déjà, le tu es déjà bois. dedans. Voilà, donc déjà je pars sur des matières qui à la base sont déjà naturelles et pas synthétiques. Alors c'est vrai que maintenant il y a, en tout cas pour tout ce qui est matériaux qui peut remplacer la pierre, il y a tout ce qui est les pierres reconstituées qui sont Oui, vraiment pour le moment. Mais bon, c'est fait à base de poussière de pierre, donc on a c'est un peu du recyclage aussi, mais je ne suis pas là, j'avoue que je ne suis pas vraiment au fait des connaissances par rapport aux matériaux de recyclage. d'accord, ok. Alors, on a une question du bureau Nestor et Archibald. Alors, Oui. j'arrive pas à lire. Voilà. Alors, comment conciliez-vous justement la vie professionnelle et la vie personnelle? Mais Vu qu'on là, travaille sans compter les heures. pardon? Comme tu travailles sans compter tes heures. Oui, mais voilà, mais disons que j'ai une situation un peu idéale parce que je n'ai pas d'enfant et mon conjoint travaille dans la déco. Donc, Ah oui, oui, donc oui, c'est vrai que vous baignez tous les deux dans le même secteur, ça aide. voilà, oui, 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 voilà. Oui. Il a eu un restaurant avant, mais il a arrêté. Il avait fait la déco avant et maintenant il est retourné dans la déco. Donc, Ah, chouette. voilà. Mais lui, il est plus dans tout ce qui est, vente de papier peint, et tout ce qui est tissu et store, rideau. Il a Voilà. une Donc, boutique à Bruxelles ou? à Braine-l'Alleud, mais il va déménager sur Grédoisseau. Donc, D'accord. voilà. Ouais. Bon, on peut savoir le nom de la boutique? Atelier surface. Ok, c'est toujours bon à savoir, connaître. Voilà. Ok, super. Alors, prochaine petite question, c'est est-ce que tu pourrais nous citer un lieu qui t'inspire? Alors, je vais en En citer deux. Belgique, si Oui, possible. oui, c'est en Belgique. On va valoriser la Belgique, puisque... Ouais. En fait, c'est deux lieux qui ont été conçus par deux architectes, Gijs et Van Warberg, pardon. Le premier, c'est une chapelle.
En fait, le nom, c'est une œuvre donc qui a été construite en acier corten au milieu des vergers d'arbres fruitiers à Lauze, à côté de Tongres. Et donc, il faut même aller à pied pour aller voir cette œuvre. Et c'est une petite chapelle dans laquelle on peut rentrer, mais qui a été montée juste avec des lames de métal superposées en laissant un vide entre. Et donc, en fait, déjà, ce bâtiment s'intègre parfaitement, évidemment, dans le paysage, parce que c'est déjà une chapelle, ça fait un peu penser aux églises de villages dans nos campagnes. Et en plus, on voit à travers quand on est à l'extérieur. Donc, en fait, elle disparaît et elle apparaît en fonction qu'on monte et qu'on descend. Et on a la même sensation. Pardon? C'est assez poétique comme. Exactement. Oui, 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 oui. Oui, c'est très poétique. Et quand on est à l'intérieur, on a la même sensation, évidemment, d'ouverture, de fermeture, du paysage en fonction de comment on se positionne. Et ce duo d'architectes ont fait aussi à Genk, sur le site du Steenmijn, donc qui est l'ancien site de charbonnage de Genk. Ils ont créé un immense labyrinthe en tôle, mais avec des découpes arrondies sur le dessus. Et donc, quand on se balade dans le labyrinthe, en fait, on a des vues qui apparaissent, puis qui disparaissent. Il y a des trous où on voit des perspectives. Et donc, on a de nouveau toute une émotion quand on se balade dans ce labyrinthe d'ouverture, fermeture, de lumière, de sombre. Et donc, c'est vraiment très intéressant et c'est bluffant, franchement. C'est le site où il y a un musée aussi, je pense, non? C'est pas le même site? C'est possible. Oui, 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 je pense, oui, oui. Oui, il y a où il y a les anciennes machines qui sont encore présentes. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait, exactement. Même oui, la zone avec le musée, avec les machineries de l'époque est aussi assez sympa à aller voir. Le carrelage et tout est assez chouette. Oui, oui, oui. Là, on a l'histoire, évidemment, on a l'histoire. Oui, c'est sûr. Ok, top. Deux très beaux lieux. Oui. On mettra par la suite sur le mur aussi toutes les informations des endroits que Christophe cite si jamais, après le confinement, vous voulez faire une petite... Ça vaut la peine d'aller voir. Voilà. Alors, une petite question de Sacha. Les artistes et architectes qui vous influencent, pardon. Alors, pendant mes études, j'ai découvert le groupe Memphis, qui a été créé par Ettore Sottsass pendant les années 80. En fait, qui ont un peu révolutionné la façon de voir le design. C'était plus du tout le fonctionnalisme, mais c'était vraiment la créativité. Et donc, pendant mes études, en fait, ça m'a permis de voir que tout était possible dans les aménagements et la décoration de créer. Parce que eux, ils mélangeaient les styles, ils ont fait des trucs complètement fous, ils ont été beaucoup critiqués, ils sont encore critiqués maintenant, mais ils ont vraiment ouvert l'esprit au genre, au style, en disant voilà, maintenant on crée pour créer et avec une intelligence derrière. Donc ça a été vraiment ma découverte pendant mes études, c'était vraiment ce groupe Memphis. Alors après, mais il y a eu André Putman, évidemment, qui vraiment travaillait super bien. Elle a fait des super projets, aussi très différents justement, mais tout en gardant toujours son style. Ouais, avec beaucoup de caractère ce qu'elle fait. Hein. Oui, oui, beaucoup de caractère, mais avec des choses très différentes. Et c'est ça qui je trouve génial, moi, c'est que, en fait, comme je dis, un bon architecte intérieur pour moi, c'est comme un bon acteur. En fait, il sait jouer du comique, du triste, de l'émotionnel, des choses comme ça, mais tout en gardant sa personnalité. Et donc c'est ça qui pour moi faut faire, c'est que il faut garder sa personnalité, mais il faut s'adapter et que le jeu doit devenir l'élément principal. Et donc André Putman pour moi faisait ça. Bon, il y a eu François Marc quand je suis sorti de mes études et que j'ai travaillé dans son bureau. Alors, il y a Bruno Herpicum, qui est architecte belge, qui fait des choses très minimalistes, mais très ouvertes, avec des grandes baies vitrées, des lignes très pures. Il y a beaucoup de très beaux détails. Il utilise aussi beaucoup de matériaux naturels. Donc, c'est vraiment très, très beau. Alors, en tant que design,
plus en design, mais ils ont fait de l'architecture intérieure aussi, c'est le groupe Nendo. Oui. Les Japonais, là, ceux-là, la créativité, c'est dingue. Ils sont chaque année à Milan. Ils ont chaque fois un endroit qu'ils investissent et ils font des choses dingues. C'est vraiment chouette à aller voir. Et en plus, il y a ce côté expérimental et recherche. Il y a beaucoup de recherche dans ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Comme tu parles de nouveau du salon de Milan, est-ce qu'il y a un salon où, en tant qu'archi intérieur, il faut y aller? C'est pour toi maison et objets, le salon du meuble à Milan, la biennale à Courtrai. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Mais ça dépend un peu de ce qu'on a la possibilité de faire. Mais c'est vrai qu'en Belgique, il faut aller à Courtrai. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est super intéressant. Bah, si on sait aller à Milan, il faut aller à Milan. Oui. Tu Mais trouves bon, que Milan est plus intéressant que Paris? Plus riche? moi, Paris, il y a un côté plus décoratif. Oui. Milan, c'est bon, c'est beaucoup de mobilier évidemment, mais il y a plus le côté architecture d'intérieur. Donc, on peut aller pêcher à gauche, à droite évidemment, c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller aller voir ce qui se fait un peu partout. Hein. Voilà, c'est ça l'inspiration. Hein. Ouais. Top. Allez, une deuxième petite question. Ouais. Après, je te laisse tranquille, ça fait quand même 45 minutes qu'on est occupé. Si tu devais faire un autre métier, quel? Bon, alors, je me suis souvent posé la question, parce que c'est vrai que bon, en 20 ans de carrière, il y a des moments où on a un peu ras-le-bol. Donc, je ne trouve pas. En fait, je me suis toujours remis en question en me disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre et puis, évidemment, je cherche, et je reviens toujours à l'archi d'intérieur en disant que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse et qu'il faut que je travaille. Donc, c'est vraiment ma passion et non, je n'ai jamais eu d'autre métier en tête pour Il y a changer. certaines personnes qui proposent des métiers un peu acteurs, tu les ragaches. Oui, peut-être. J'avais encore une petite question en tête, mais je l'ai oubliée, zut. Quand tu as dit quelque chose, je me suis dit, j'aurais dû te demander ça. Bon, ben tant pis, ça me revient plus. Voilà. Tant pis. Ouais. Donc, je sais pas si... Est-ce que tu as encore envie de nous dire quelque chose ou moi j'ai plus ou moins fait le tour, mais Ça va. J'étais heureux en tout cas de participer à ce premier live pour la INT. Non, ça va. Ça va, pas de problème. C'est sympa, c'est très En tout chouette. cas, grand merci d'avoir Avec pris plaisir. le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère que c'était intéressant pour tout le monde et que Moi aussi, j'espère. apprendre plein de choses sur ton métier. Voilà, avec plaisir. Allez, Christophe, à Merci bientôt. beaucoup. Passez un beau week-end. Au revoir. Au Ciao. revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé, les amis. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez pu apprendre plein de choses. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce n'est pas moi qui vais faire l'interview, c'est Moreau du bureau NCBAN. Le thème sera la lumière, donc il y aura un invité, Benjamin de chez LED Lighting, pardon, LED Light. Et donc, ils parleront de l'association entre l'architecte d'intérieur et les professionnels de l'éclairage, comment ils collaborent, quelles sont les nouvelles technologies en éclairage, les outils qui existent pour les archis intérieurs dans l'éclairage. Donc voilà, plein de beaux sujets. Et moi, on se reverra dans 2 semaines où on interviewera un autre bureau d'architecture. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre écoute. Au revoir.